Bonjour et bienvenue pour cette série d'émissions qui sont consacrées à la filière économique du sport français, organisée par La Tribune avec le GIE France Sport Expertise. Donc si le sport est une filière économique à part entière, c'est aussi une filière qui est dans les territoires, qui irrigue les territoires, et c'est un sujet que nous allons aborder avec nos intervenants. Bonjour Bertrand Avignon, vous êtes PDG de Créo Contrôle. Oui, bonjour. Bonjour. Jean-François Martins, vous êtes vice-président de l'agence Proche, mais vous êtes aussi président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Philippe Beato, donc vous êtes PDG de Loca Cuisine. Absolument. Bonjour Laurence. Bonjour. Peut-être première question pour vous. Vous êtes ancien maire adjoint en charge du sport à la ville de Paris. Quand on parle de sport et de territoire, ça vous évoque quoi ? Tous les territoires que nous sommes, communes, régions, on est toujours à la recherche de grands moments de communion collective. Communion de nos habitants, communion de nos filières économiques. Et d'abord, le sport, il permet ça. À l'échelle amateur, comme à l'échelle des très grands événements, y compris de rang international, il crée des calendriers, des moments, des prétextes de mobilisation collective. Et ça peut être parfois sur refaire un terrain dans un quartier qui va améliorer le cadre de vie, comme ça peut être de faire émerger une ville, un territoire à l'échelle internationale comme un lieu d'attractivité. Du coup, je me tourne vers vous. Donc vous avez une entreprise qui est basée à Toulouse et vous avez réalisé un petit exploit, c'est de participer aux Jeux Olympiques de Londres. Vous nous racontez comment ça s'est passé rapidement ? Alors ouais, c'est passé, c'est un peu particulier. Alors moi, je fais des bains froids pour la récupération physique des sportifs, et puis c'est un petit marché de niche qui était utilisé pendant longtemps par des poubelles et de la glace. Et je crée mon entreprise en 2008. Je suis ancien rugbyman et à Toulouse, on a créé ça parce qu'on croyait que de mettre de la glace dans des poubelles, c'était pas tout à fait la meilleure façon. Voilà. Et arrive donc de près 2008. Je pars en fait avec l'équipe de France olympique à Pékin. Et donc, ça m'ouvre les yeux vers l'olympisme. L'Olympiade d'après, c'est Londres, à côté de chez nous, bien pratique. Et je me dis, pourquoi pas ? Et je présente mon produit, on crée ce marché, on répond au marché. Et puis, je finis par avoir la possibilité de fournir mon matériel aux Jeux de Londres. Voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve en étant qu'une petite start-up directement injectée dans le grand jeu olympien à Londres. Voilà. Finalement, c'est l'exemple qu'on est petit, mais qu'on peut aussi aller sur des grands marchés. Ça vous a apporté quoi ensuite ? Est-ce que ça vous a permis de grandir et peut-être d'infuser dans le territoire autour de vous ? Alors, exactement, ça a été un fait d'armes assez important pour justement, parce qu'on parle beaucoup de start-up en ce moment, d'économie du sport, enfin, tout ça c'est acté. À cette époque-là, ça n'existait pas, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Et puis, le sport, ça plaisait aux gens parce que tout le monde aimait le sport, mais ce n'était pas un marché. Alors que pour moi, c'était un marché et on a développé petit à petit, en tant que champion olympique, on va dire, de mon secteur, j'ai commencé à être pas mal repéré par le monde économique, par Business France à l'époque. Et il y a eu, on m'a dit, est-ce que tu veux participer à la création de la filière économique du sport parce qu'il y a un vrai marché. Ah, mais j'ai dit, mais oui, super, parce que c'est quelque chose qui était vraiment un manque pour moi d'avoir été aidé, connu, adoubé par d'autres et surtout qu'on reconnaisse que ce soit un vrai marché. Et donc on a mis ça en place, j'ai fait partie des signataires de la filière économique du sport, mais en même temps, en région, on s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas quelque chose aussi qui se fait ? Et en Occitanie, puisque c'est là où c'était, ou Midi-Pyrénées à l'époque, je ne sais pas si on est sur le bon. On va dire Occitanie. Mais en tout cas, on a commencé à lancer quelque chose et qui s'est créé, qui s'appelait LR7, Languedoc-Roussillon Sport, Économie et Tourisme. Et voilà, et puis on est devenu un petit peu l'endroit où le monde du sport généraliste, parce que ça c'est souvent le sport se rassemble par thème, par thématique. Il y a cluster sport, des sports d'hiver, enfin un peu partout. Et là c'était vraiment généraliste, voilà. En 2016, par contre, vous recommencez une expérience olympique, mais cette fois-ci en n'étant pas tout seul. Alors,
2016, hein, il y avait les deux. Alors 2016, il y a une expérience olympique puisque c'était Rio, où j'ai reparticipé à Rio et ça effectivement, j'ai eu l'appel d'offres, mais c'était catastrophique puisque Londres c'était carré, Rio c'était plutôt brésilien, c'était youpoupoupoulou. Mais à côté de ça, effectivement, justement grâce au fait qu'on se connaissait dans la création de la filière, on s'était rassemblés entre petites entreprises pour répondre aux appels d'offres de l'Euro 2016. Et ça nous a permis de récupérer ce marché et en se groupant, qui était un peu l'idée de la filière, effectivement. Philippe Beato, quand vous entendez des expériences comme ça aussi du territoire, vous aussi vous êtes présent dans les territoires. Absolument. De votre expérience, donc vous, votre activité, c'est de mettre en place des cuisines pour les événements sportifs. Vous ressentez aussi dans les territoires cette appétence, ce besoin aussi de se rassembler pour être plus fort? Très fortement. En fait, mon métier chez Loca Cuisine est de louer des cuisines professionnelles dans le cadre de travaux, mais aussi d'événements ou dans des phases de regroupements sociaux, sur des food courts et toute cette économie de la street food, comme disent les anglo-saxons. Et du coup, il y a relativement peu de valeurs aussi universelles. Alors, on va sans doute le dire 10 fois autour de cet échange, mais dans un pays où finalement les thèmes de la laïcité, du vivre ensemble, des éléments intergénérationnels, le sport est évidemment très, très porteur sur le sujet. Et moi, contrairement à l'expérience de Bertrand, j'arrive sur l'économie du sport, parce que mon métier est de travailler pour des restaurateurs, des industriels, des collectivités. Pour autant, on sent très très bien que le sport, c'est pour ça que j'adhère depuis la création au GIE, France Sport Expertise, parce qu'on sent bien qu'en France, il y a la filière publique, la puissance publique qui organise avec des grands événements sportifs ou sur les territoires par les collectivités. Et c'est un excellent moyen, par capillarité, de pouvoir, nous, PME locales ou même travaillant au niveau national et sur certains pays européens, de pouvoir d'abord capitaliser au niveau des hommes et des femmes qui composent nos entreprises. Hein. Donc là, c'est vraiment l'esprit, je dirais, d'équipe, parce qu'aucun thème, aucun chantier, si on parle de mon cas, n'est aussi fédérateur pour nos équipes que d'aller installer des cuisines à la section paloise, à Roland-Garros ou à la mode Beuvron dans la Mecque de l'équitation. Mais vraiment, donc ça c'est un premier point tout à fait majeur pour un patron de PME, hein, qui est de pouvoir aussi créer une histoire interne. Au niveau des financements, si on est très prosaïque et très concret. On va y revenir après, effectivement. Voilà, là-dessus, on sent bien que l'amalgame autour des GESI, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, évidemment, comme vaisseau amiral, sont absolument porteurs. Et puis, par capillarité, ces grands événements dressent autour des CPJ, autour même de tout ce qui va se travailler autour de ces grands événements, des événements culturels, des événements d'entreprise. Et du coup, on voit bien que dans les territoires, ça anime, ça fédère, il y a une dynamique absolument considérable. Et ce qui est intéressant dans le GIE, pour terminer sur cette première partie, c'est cette capacité finalement, autour d'une équipe d'une quarantaine de membres, avec des grosses ETI et des petites PME comme la mienne ou celle de Bertrand, c'est d'être capable de se parler, d'avoir cette agilité de façon à ensuite pouvoir aller chasser sur les territoires étrangers et aller attraper des GESI à nos copains anglo-saxons. Ça aussi, on va y revenir. Mais vous avez évoqué effectivement les marchés publics. Du coup, je me tourne à nouveau vers vous, Jean-François Martins. C'est quoi le rôle finalement d'une collectivité, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit sa taille, pour justement être partenaire, faire équipe avec les PME et pas que chacun reste dans son couloir de nage? C'est l'un des grands enjeux des grands événements sportifs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment de communion pour les populations. Et donc d'abord c'est chouette, parce qu'on offre des moments agréables à nos concitoyens. Mais aussi c'est des éléments très structurants économiquement, avec des temporalités et des leviers de la puissance publique qui sont différents. Un qui est très immédiat, qui est un événement sportif, dans la plupart d'entre eux, il y a du financement public, il y a un levier de commande publique. Si on prend les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est au bas mot, et je suis plutôt sur l'hypothèse basse, 3 milliards d'euros investis par la puissance publique, je suis plutôt sur l'hypothèse très basse, 3 milliards d'euros investis par la puissance publique pour refaire des stades, des infrastructures, des transports, etc. Là, vous allez être dans l'injection très directe de commandes publiques dans l'économie, c'est une approche très keynésienne. On va donc donner autant que possible, et de ce que le droit des marchés publics nous permet de faire, à des entreprises françaises, locales, des PME, des marchés. Ce qui est d'autant plus intéressant, et c'est ce que soulignait Philippe, c'est que ce n'est pas simplement des marchés pour des entreprises spécialisées du sport.
la grande majorité des marchés des grands événements sont en fait pour des industries non endémiques au sport. Il y a des métiers très précis comme celui que fait Bertrand, la cryo. Bah oui, mais il y a de la restauration, de la logistique, du transport, de la sécurité, de la data, de la connexion. Il y a de tout en fait dans ces métiers-là. Il y a même d'ailleurs plutôt majoritairement du service qui est pour toutes les industries. Donc d'abord, on injecte de l'économie, de l'argent public sur une batterie d'industries. Ça, c'est l'effet très immédiat de premier degré. Et puis, qui se cumule d'ailleurs avec les investissements que va faire l'organisateur de l'événement en plus de la puissance publique. Pour reprendre le cas des Jeux, c'est pareil, c'est à minima 3 milliards de ce que va investir le comité d'organisation. Et puis il y a ce que ça va laisser comme trace à long terme. Comment vous faites en sorte que cet événement, quand vous êtes une collectivité locale, il irrigue durablement votre économie locale. Et ça va être, à certains égards, la capacité de cet événement à être pas simplement une commande courte, mais bien quelque chose qui va éventuellement servir la démonstration, l'innovation, de pouvoir dire, comme Bertrand l'a fait à Londres, de pouvoir dire, regardez, moi, j'ai fait la cryo des Jeux Olympiques de Londres, donc après, pendant 10 ans, je peux aller vendre à tous ceux qui ont besoin de cryo dans le monde ma référence de si j'ai fait les Jeux Olympiques en cryo, c'est bien que je suis le meilleur acteur de la cryo du monde. Eh bien, c'est exactement ce qu'on doit faire dans les marchés publics locaux, c'est que si demain on trouve une start-up qui va faire, l'application pour aider les touristes à se retrouver pendant l'événement avec plein d'activations locales, eh bien, il faut que cette start-up française, demain, elle puisse aller voir toutes les villes du monde en disant, moi j'ai fait l'application pour les touristes à Paris pendant les Jeux Olympiques, donc je peux faire celle de Vienne, Londres, Buenos Aires, New York ou Shanghai. C'est vraiment ce rôle de démonstrateur. Et puis le troisième, c'est un élément de prétexte. Parce qu'il y a ce que nous, on va injecter en argent public en tant que collectivité, et puis il y a le fait que tout un certain nombre d'acteurs, emmenés par l'événement, emmenés par quelque chose de plus irrationnel, décident d'investir dans ce moment-là parce que ça crée une espèce de choc de confiance dans les territoires. Et donc, qui fait que toutes les autres entreprises vont investir, vont se décider de faire quelque chose en plus pour leurs collaborateurs, un événement supplémentaire où ils auront besoin d'une cuisine. Le club de rugby du coin va se dire, c'est le moment de moderniser nos infrastructures sportives parce qu'on est dans un momentum sportif, donc je vais m'acheter un nouveau bain froid, etc., etc. Et là, vous créez quelque chose de plus irrationnel, mais qui va créer de la confiance, donc de l'investissement, donc des marchés. Vous l'avez ressenti, ça, autour de vous ? Oui, tout à fait. Là, ça fait, on vient de traverser une période assez difficile qui limite effectivement l'investissement privé et notamment des clubs, puisque pendant longtemps ils n'ont pas su trop où ils allaient. Nous, ce qui nous tient bien, c'est les investissements qu'il y a sur Paris 2024 sur la Solidéo, c'est-à-dire tout ce qui sera d'héritage pour l'instant, ce qui est déjà très intéressant. Mais autour et dans les territoires, il y a toute la modernisation, comme tu viens de dire, des centres d'entraînement, des CREPS, des centres de préparation aux Jeux, qui seront, eux, directement ancrés dans les territoires. Et on se rend compte que la couronne parisienne vient sur les côtes, quoi, et de Nice, en passant par Montpellier, Toulouse, Bordeaux, et plus. Le très grand Paris. Et c'est le très grand Paris. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde se prend au jeu, tout le monde, c'est le principe, on est tous supporters de ça, on a tous envie, comme tu as très bien dit, de participer à l'événement, et même si c'est juste refaire son centre parce qu'on y participe, on est dans cet état d'esprit, mais la volonté aussi d'accueillir le monde, et c'est pour ça que sont là les CPJ et les municipalités, leur volonté, CPJ, c'est les centres de préparation aux Jeux. Donc c'est tous les endroits où, normalement, tous les gens qui pourraient venir concourir aux Jeux Olympiques viennent en stage pour découvrir le pays, pour s'acclimater à la culture, voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose en général qu'on ne voit pas, qui laisse une grosse traînée avant, parce qu'on parle toujours d'héritage, mais là, c'est le moment de l'héritage des CPJ, c'est le moment des Jeux. Donc, c'est ce qui est intéressant, ça permet d'amener la confiance aussi, tisser des liens avec des gens, avec des étrangers et des gens à l'extérieur, quoi. Et ça, on va peut-être revenir un petit peu plus tard sur cet aspect un peu touristique. Mais néanmoins, si on reste sur le sujet stricto sensu du territoire, il y a aussi les zones rurales, parce qu'on parle beaucoup des villes, on parle beaucoup de Paris, mais il y a d'autres villes en France, des grandes métropoles qui accueillent des événements, notamment Marseille va accueillir une partie des événements des JO. Mais dans les zones rurales, c'est quoi le rôle justement à la fois des entreprises et peut-être des collectivités, aussi d'accompagner des endroits qui sont peut-être moins regardés et qui pour autant peuvent être aussi des vecteurs d'attractivité? Alors, je sais pas. Monsieur Martin, oui. Non, mais le rôle de la puissance publique, il est d'autant plus important en milieu rural.
Parce que, d'une certaine manière, si je prends le cas parisien que j'ai connu, c'est facile, c'est qu'au-delà d'investissement public, on a aussi des grands acteurs qui investissent sur l'économie du sport, le Paris Saint-Germain, la Fédération française de tennis, l'Accor Hotel Arena. On a des acteurs privés ou parapublics qui ont les moyens d'investir. Quand il faut refaire un terrain dans une commune du Jura, là d'où vient ma famille, là c'est la puissance publique qui fait le boulot. Et donc pour le coup, là c'est vraiment du marché public direct d'aménagement, mais qui va, et je trouve ça important dans ce que dit Philippe, aussi créer une ambition collective, des projets sur lesquels les collaborateurs, même si ce n'est pas une industrie du sport, vont avoir envie de travailler parce qu'il y a la dimension socialisation, il y a la dimension festive, il y a la dimension éducative du sport qui donne un petit supplément d'âme au type de projet. Et quand vous êtes BTPiste, entre construire un chauffage central et construire un gymnase pour des gamins, finalement, il y a quand même un petit supplément d'âme dans le second qui participe aussi de l'attractivité du territoire, de la question de l'envie et de la capacité à attirer des talents qui va jouer aussi. C'est absolument majeur, Laurence. En fait, en tant que chef d'entreprise, depuis maintenant un peu plus de 25 ans dans les territoires, il n'y a aucun autre business comme celui du sport, justement, dans cette capacité ensuite à embarquer l'ensemble des territoires. Je vais prendre 3 exemples très simples. Oui. D'abord, nous sommes le pays de la gastronomie, nous sommes le pays du tourisme, de l'accueil, et ce terroir-là est quelque chose qui est absolument essentiel pour que les régions puissent se vendre. Et il suffit de parcourir un peu le monde pour se rendre compte que finalement on connaît le cassoulet, que finalement on connaît la bouillabaisse, et nous ça nous paraît être une galéjade, je vais reprendre une expression très méridionale, mais c'est une vraie réalité. Alors oui, ça n'est pas que ça, et si on capitalise là-dessus, ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est le premier aspect, c'est l'image. Le second, c'est que les grands événements sportifs, ensuite tout le monde en veut son morceau. Nous, on travaille sur des cuisines de moyen, long terme. Ça peut être à Pau, ça peut être à la Motte Beuvron, je le disais tout à l'heure. On va faire des choses à Vesoul, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grands événements sportifs, autour du Tour de France à Vesoul par exemple, l'équitation avec le Generali. Et ça, c'est le très très haut niveau tiré par ces grands événements qui permet ensuite en local que la puissance publique investisse. Mais aussi, c'est le troisième niveau. Il suffit de se balader partout en France le samedi après-midi sur des terrains de foot, même dans le Jura quand il fait très froid ou ailleurs, et qui sponsorise les petites équipes de proximité avec les gamins qui vont jouer au rugby, au foot ou au que sais-je. C'est effectivement des industriels ou des BTPistes qui, eux, participent à une sorte de maillage local. Les collectivités poussent à cela. En tant que prestataire, on nous dit très gentiment à chaque fois qu'il serait bien de participer à la vie locale, etc. Au-delà de la démarche, c'est surtout une façon finalement d'entraîner l'ensemble. Et encore une fois, il n'y a aucun business qui est capable de tirer non seulement de l'activité, mais également de capillariser au niveau des territoires. À une condition, qu'on soit capable effectivement de voyager, qu'on soit capable de lutter face aux anglo-saxons. Et c'est ce mix-là qu'au sein du GIE, de la filière sport, on essaie de construire avec les collectivités. L'un ou l'autre. Non, juste un point, ce que dit Philippe est important, alors c'est peut-être pas sur le rural, mais c'est sur les villes de taille moyenne. Il y a peu d'endroits qui sont des lieux de socialisation de business comme la buvette des clubs. Et y compris en Fédéral 2. C'est le meilleur endroit pour faire du networking. Mais bien sûr, il y a plein de villes de France où le bon endroit pour rencontrer des clients ou des fournisseurs, c'est la buvette du club en Fédéral 2. Et ça, c'est une des vertus économiques du sport, peut-être moins soulignées et qui est pourtant importante dans le réseau relationnel. Et du coup, je rebondis sur les villes moyennes. Sur les villes moyennes, c'est aussi un enjeu. On a parlé du rural, effectivement, qui est peut-être parfois un peu délaissé. Mais les villes moyennes, on l'a vu aussi avec la crise, retrouvent une appétence pour les salariés qui aujourd'hui regardent aussi la qualité de vie. Ils sont prêts à se déplacer et à aller habiter dans des villes moyennes. Ça veut dire que l'activité sportive va suivre aussi. Et les événements sportifs dans des villes moyennes, c'est le modèle de demain aussi. Pas forcément, mais si on va arriver à un modèle qui est complètement, comment on dit en ce moment, qui est disruptif, c'est ça ? Disruptif, oui, c'est voilà, ça. C'est ça. Hybride. Non, c'est pas hybride, c'est bizarre, mais c'est vrai que c'est le modèle c'est difficile de trouver un nouveau modèle économique, effectivement, des grands événements sportifs, parce que voilà, on cherche à attirer toujours plus de monde, on cherche à attirer, voilà, parce que c'est des sports de premier niveau. Et là, ce qui nous arrive en 2025 en France, c'est la Coupe du Monde de rugby à 13, qui est, pour nous, un sport peut-être régional, on va dire, qui est très occitan comme sport d'ailleurs. Il y en a deux, il y a la pelote basque d'un côté et puis le 13 de l'autre. Et eux, donc, forcément, il y a les phases finales, et
qui sont forcément dans des grands stades, mais le reste de leur jauge est pas monstrueuse. Donc ils vont aller plutôt dans des villes plus, on va appeler ça pas de deuxième catégorie, mais qui n'ont pas des grands stades à 50 ou 60 000 places et qui vont amener justement ce plaisir dans ces villes-là. Et autre chose qui est assez magnifique, c'est qu'ils vont faire sur une Coupe du Monde masculine, ils vont avoir les femmes, ils vont avoir les jeunes, et aussi les handisports, ce qui est quand même la première fois où il y a une Coupe du Monde où on réunit tout le monde. Et ça crée énormément donc, de matchs, ça crée énormément d'émulation et d'endroits différents, parce qu'il va falloir des arénas ou des petits stades, des palais des sports pour les handisports, parce que voilà, il faut des stades où tout le monde jouera un peu enlevé de rideaux les uns les autres. Je ne connais pas exactement comment ça va se passer, mais effectivement, ça va amener du monde. Le sport féminin se développe de manière exponentielle aussi, mais c'est vrai qu'il n'attire pas 500 000 personnes, mais c'est pas grave. En même temps, ça permet à chacun d'avoir son gésie et d'avoir son heure de gloire dans une ville. Je ne vais pas dire, je vais prendre Agen, comme ça je ne les fâcherai pas, ou les Ignans, ou voilà, c'est des endroits qu'on ne connaît peut-être pas, et qui va aller amener du touriste, qui va amener de la découverte dans des endroits qui ne sont pas forcément Toulouse, Paris, Marseille, Lyon et Lens, quoi. Ouais, enfin, en ajoutant peut-être une autre dimension, quand une entreprise se développe, quand elle doit installer un pôle industriel, tertiaire, peu importe, il y a globalement une nécessité de recrutement complexe, par définition, et je ne rentre pas dans la description du marché de l'emploi en 2022, mais il est à minima en grande mutation. Or, globalement, les collaborateurs recherchent quoi, compte tenu aussi de l'augmentation très forte des coûts de transport. Ils recherchent des villes effectivement agréables, sûres, je vais caricaturer avec le TGV, la fibre, et du sport, bien sûr, et de la culture aussi, mais évidemment, et du sport. Donc c'est un axe compétitif majeur. Et si effectivement le public, via effectivement la capacité de financement et les acteurs privés locaux ne sont pas capables de s'entendre, alors il y a des territoires qui vont sortir de cette compétition, ou en tout cas être en difficulté. Et donc cette dimension-là me paraît très importante. Et nous on le vit au quotidien, très clairement. Et par ailleurs, sur la question de ça, il ne faut pas nécessairement opposer le lieu de l'événement avec les lieux de ses impacts économiques. C'est-à-dire que quand un événement sportif a lieu en France, ou globalement l'activité sportive, ça ne veut pas dire que seules les entreprises du territoire concerné vont pouvoir travailler. Je prends deux exemples plutôt de taille importante, mais quand vous avez un grand événement à Paris, genre les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça n'empêche pas de faire vivre un peu la région Nord-Pas-de-Calais, parce que sans doute doublé en grande entreprise de signalétique, de drapeau, membre du GIE France Expertise, je pense, dans mon souvenir, va travailler. Que si demain on rénove des espaces sportifs à Paris en mettant de la cryo, on va faire appel à une entreprise occitane. Ou dans une autre dimension, et peut-être très symbolique aussi, les Jeux Olympiques de Paris ont lieu à Paris, Marseille, quelques villes sur le foot, et pour autant ça n'empêchera pas un grand acteur de l'événementiel lyonnais, en l'occurrence GL Event, d'être lui-même bénéficiaire d'un certain nombre de marchés et de prestations. Donc ça va irriguer tout le territoire, même ceux où il n'y a pas l'événement lui-même, mais où il y a des pôles d'expertise, des entreprises innovantes, des entreprises qui savent faire des choses dont on aura besoin. On l'a très bien vu de toute façon sur les Jeux de Londres. La base arrière de tout Londres, c'était le Nord et une partie de la Belgique. Partout où passe le Thalys, là, et puis il y avait des bases arrière, et puis c'était la plus grande, je ne sais plus comment ils avaient sorti ça dans le Nord, plus grande base arrière. Dunkerque était une des villes de Londres 2012, contre toute attente, parce qu'ils étaient en face et que finalement... Exactement, on a installé beaucoup de matériel là-haut au départ, sans... Très bizarrement pour nous, mais on a passé du temps dans le Nord, ce qui était difficile pour les Toulousains, mais bon, c'était comme ça. Au-delà de tout ce qui est infrastructure, il y a aussi, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, la dimension touristique. Ça contribue, c'est peut-être du temps long, quand on parle d'héritage d'un événement sportif, c'est aussi faire en sorte de, voilà, on vient voir le lieu où s'est passé tel ou tel événement. Comment est-ce qu'on peut le mieux peut-être le faire savoir, le faire connaître et mieux surfer dessus ? Il y a deux éléments. Dans les villes très très mûres
touristiquement, comme Londres, comme Paris par exemple. Alors contre toute attente, les grands événements font plutôt perdre des touristes. On a ce qu'on appelle un effet d'éviction sur la stricte période de l'événement, parce qu'en fait, il y a une montée généralement des prix hôteliers, et puis il y a tout un tas de public qui n'est pas intéressé au sport, qui se dit non, je ne vais pas aller à Londres pendant les Jeux Olympiques, ça ne m'intéresse pas, j'y retournerai plus tard. Et cet effet d'éviction, il est largement compensé par les effets d'image. Il faut mesurer ce que vaudrait une campagne publicitaire pendant 15 jours de Jeux Olympiques et 15 jours de Paralympiques sur 3 milliards de téléspectateurs dans le monde. Ça n'a pas de valeur, et ça fait de la présence à l'esprit, ça fait du désir de voyage qui, lui, est travaillé durablement et sur le temps long. Et puis, ça permet aussi de faire émerger des destinations. Le bon exemple dans l'univers olympique, c'est Sydney. L'Australie n'est pas une destination touristique à la fin du XXe siècle, comme elle l'est devenue ensuite. Et une fois de plus, c'est à quel moment la puissance publique, elle décide de faire un prétexte de quelque chose. Rio avait décidé de faire ces Jeux un prétexte de renouvellement de Rio et... malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. L'émergence des BRIC, donc les fameuses Brésil, Russie, Inde et Chine, dans le concert des nations. Et c'était une démonstration de ville moderne qui était l'incarnation. Qui pouvait prendre sa place au niveau mondial. Exactement. C'était Rio, une ville-monde avec les transports, etc. Sydney avait fait le tourisme. Paris va faire sans doute quelque chose autour de la transition écologique et une ville où s'inventent ces choses-là. Donc c'est après au service de quoi vous le mettez. Mais si les territoires décident d'investir le sujet sportif comme un sujet de rayonnement, en y investissant avec leurs comités régionaux du tourisme, avec leurs offices du tourisme, avec Atout France, vous avez une trace durable de l'événement qui, lui, pour le coup, donne pendant plusieurs années, évidemment, un effet d'impact économique très direct en taxes de séjour, en nuitées hôtelières, etc. etc. Là, je vais témoigner sur l'aspect restauration qui me tient à cœur et qui est directement lié à mon métier et au métier de mes clients. Actuellement, on travaille sur des projets dans le cadre de Paris 2024 de cuisine, de restaurants pour accueillir les bénévoles, pour accueillir les réceptifs, je dirais institutionnels, les journalistes, etc. Et ce qui ressort le plus, c'est on est le pays de la gastronomie, on dit même ça un peu différemment, et ça doit être bien, ça doit être bon, ça doit donner aussi à cet événement-là un retentissement quasi culturel. Et ça, comment on le traduit dans les territoires, mais justement avec l'ensemble de ces particularités qu'on évoquait. Et c'est très concret. Là, actuellement, on travaille sur des plans, sur des projets. Et non, mais on s'en fout des mètres carrés, c'est pas très grave ça, mais dis-nous comment on va faire des plats frais, comment on va pouvoir avoir des légumes, etc. Donc, c'est pas caricatural. Donc nous, on a une singularité là-dessus, très clairement, à apporter, me semble-t-il. Et encore une fois, à consolider cette filière économique du sport, qui existe depuis quelques années maintenant, et qui est en train de trouver son rythme de croisière, on l'espère en tout cas, on y travaille avec Bertrand et plein d'autres, pour que... et ces fonds publics et l'ensemble de ces dynamiques-là puissent être relayés sur le territoire. J'ajoute qu'il y a un aspect qui est intéressant, que j'ai découvert depuis quelques années, autour de ces métiers sur lesquels nous arrivons chez Loca Cuisine, c'est l'appétence du coup aussi des marchés bancaires, des financeurs, pour qui, globalement, les scorings sont classiques dans toutes les activités, c'est normal. Voilà. Le sport, c'est à part, on le sent très bien. Des grands groupes bancaires, certains font partie du GIE, la BPCE, mais également la BPI et d'autres acteurs bancaires ont une autre appréciation. Ils ont compris déjà finalement que le sport était une vraie filière. Moi, je pourrais être très, très précis. Une boîte comme la mienne, on sait déjà qu'on va investir un peu plus de 2 millions d'euros, c'est-à-dire globalement une année complète d'investissement uniquement sur les JO. Et c'est cadré, c'est prévu, c'est financé. On n'aurait jamais pu le faire dans une autre activité ou dans un autre projet de la sorte. Le tourisme alors ? Moi, le tourisme, c'est vital pour moi, mais sans aller au... Parce que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que vous avez créé aussi finalement un collectif en territoire, et il y avait bien le mot tourisme dedans, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose à forcément, ça vient de l'idée qu'effectivement, on a passé plein de tourisme, et surtout dans les territoires ruraux, le tourisme à la ferme, la découverte, on a eu les bons produits, tout ça c'est ancré, on ne va pas le changer. Par contre, on a envie de retour à la nature, on a envie, on parlait de l'immigration un petit peu, l'exode urbain. L'exode urbain et l'arrivée justement en zone rurale. Et on parlait de sport, mais là, ils ont envie de faire de sport. C'est d'avoir des installations sportives, des endroits où on peut s'évader. Dans la montagne, ils ont maintenant les 4 saisons qui marchent. Il n'y a plus que la partie neige. Et même
les saisons d'été fonctionnent mieux que les saisons d'hiver. Donc moi je suis issu de la montagne Noire, c'est un petit bout au-dessus de l'Aude et en dessous du Tarn. Et c'est vrai que c'est un endroit de moyenne montagne que peu de gens visitent. Il y a quelques vieilles pierres, c'était l'endroit des Qatars à l'époque, mais pas ceux qui ont le PSG. Mais voilà, ça reste un territoire un peu pauvre en termes d'attractivité pure, sauf si ceux qui le connaissent. Et c'est vrai que nous, on rentre ça, moi je suis président d'un club de triathlon, bêtement, et on fait rentrer ça, on l'a fait rentrer comme un CPJ, un centre de préparation au jeu, et ça déclenche une activité avec du sport de pleine nature, qui est le triathlon, qui peut se faire tout à fait ailleurs, et bien mieux d'ailleurs dans des zones rurales, en créant un centre d'entraînement, un centre permanent où les gens peuvent venir faire du triathlon tout seuls. Ça a créé plein d'engouements autour des gîtes qui veulent avoir leur place aussi sur ça, c'est-à-dire s'il y a des gens qui viennent, ça nous intéresse. Il y a des gens qui viennent faire du sport en toute liberté, et pas forcément des gens du bout du monde, même s'il y a beaucoup d'anglais aussi, et beaucoup de gens qui viennent étrangers, et on est assez surpris. Nous, on a eu des Mexicains, on a plein de gens qui viennent parce qu'on est là. Et on a l'avantage aussi d'être sur le grand catalogue mondial, du coup, des centres de préparation au jeu, qui est diffusé aussi dans le monde, où justement les sessions, en tout cas tout ce qui est triathlon, peut venir s'entraîner chez nous, puisqu'on est labellisé pour. Et ça crée vraiment un engouement local fort, un événementiel tout à fait régional, hein, sans prétention aucune, mais qui amène énormément d'économies, et du coup on agrège un centre équestre, il va y avoir une compétition internationale d'endurance. Il y a un peu un effet domino finalement. Il y a effectivement, en général on a toujours tendance à se rassembler, et ça se passe bien, il y a un joli trail à côté, et puis ça crée de l'entraide, parce qu'on parle de tout ça, mais et même pour les jeux, on a besoin de bénévoles, et les bénévoles, c'est un très très gros problème. Les bénévoles, on va les trouver dans les territoires parce qu'on va leur faire plaisir, ils veulent participer à cette aventure, que ce soit olympique ou locale, parce qu'on a les enfants qui sont là, parce que c'est un moment magique d'être bénévole aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que tout ça, forcément, ça mobilise aussi bien les territoires en très local. On parlait tout à l'heure, Philippe parlait du club de foot ou de rugby, et qui est sponsorisé par l'industriel local, mais c'est aussi tout un écosystème qui fonctionne comme un GESI, mais en local. Et plus on voit du sport, plus il va y avoir la Coupe du Monde de rugby à 15, plus il y aura tout ça, plus ça crée effectivement une effervescence très très forte, une volonté d'aller vers du sport. Après, chacun choisit son sport. Nous, on est plutôt sur du sport nature, et qui est très bien justement pour mettre en valeur les territoires. Mais ça dépend, parce qu'il y en a besoin des fois d'avoir des stades. Donc c'est quelque chose qui coûte très cher à créer, à entretenir. Un sport nature, nous on a un lac, un peu de verdure, une route, et puis on met des flèches. Voilà, donc c'est sûr que c'est plus simple au départ, mais après il faut quand même l'animer. Merci pour cet échange passionnant. Donc, on sait que les territoires font totalement partie de la filière économique du sport. Merci à tous les trois. Merci. Merci.